La chef de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, annonce de nouvelles sanctions visant le complexe militaro-industriel russe. Une réponse aux frappes massives sur Kiev qui ont fait au moins 25 morts et des dizaines de blessés. Les nouvelles additions seront présentées jeudi. Dans le viseur de la haute représentante de l'Union, ce sont principalement des entités. Kaja Kallas explique sur X sa démarche. Plus Moscou attaque des civils, plus il faut imposer de sanctions. Nous continuons à faire monter les coûts jusqu'à ce que la Russie comprenne qu'elle ne peut pas gagner, indique-t-elle. Ces sanctions supplémentaires ne figureront pas dans le 21e paquet. Celui-ci fait actuellement l'objet de discussions entre les gouvernements européens et devrait être adopté d'ici la mi-juillet afin d'éviter les clauses de renouvellement automatique. 5 entités et une personne sont visées. Chacune est impliquée dans le développement et la production de composants qui renforcent les capacités de drones russes, a pu confirmer Euronews. La liste des entités visées a été communiquée jeudi aux ambassadeurs de l'UE. La prochaine discussion est prévue la semaine prochaine. Le commandement militaire iranien avertit que les navires transitant par le détroit d'Ormuz devaient emprunter les routes maritimes qu'il avait approuvées sous peine de s'exposer à une riposte musclée. Cette déclaration exacerbe encore les tensions autour de cette voie navigable cruciale pour le commerce international. Ce communiqué, relayé par la télévision d'État iranienne, intervient après la rencontre des diplomates américains et iraniens avec des médiateurs au Qatar. On ignore pour l'instant ce qui a déclenché cette menace de la part de l'Iran. Toutefois, l'armée américaine a publié un communiqué faisant état d'une réunion avec des responsables de la région à Bahreïn. Celui-ci souligne leur engagement en faveur de la libre circulation des marchandises dans le détroit d'Ormuz. L'Iran et les États-Unis avaient convenu, dans un accord cadre, d'autoriser les passages des navires sans frais pendant 60 jours. Téhéran insiste toutefois pour contrôler les itinéraires des navires et percevoir ultérieurement des droits de passage, bouleversant ainsi des décennies de pratiques dans cette voie navigable. Les États-Unis et de nombreux États du Golfe affirment qu'ils n'accepteront pas ces redevances. Le week-end dernier, des attaques à travers le Moyen-Orient ont fait suite à une initiative d'Oman et d'une agence des Nations Unies visant à ouvrir une nouvelle route près des côtes du pays du Golfe. Ces actions de la part de l'Iran font encore augmenter les tensions dans la région, alors que des nouvelles tentatives sont en cours pour trouver un terrain d'entente et mettre définitivement fin à la guerre. Une semaine après le violent séisme qui a frappé le nord du Venezuela, les organisations humanitaires alertent sur une crise sanitaire de grande ampleur. Les équipes de secours internationales poursuivent leurs recherches alors que de nombreuses personnes seraient encore ensevelies sous les décombres. Une base de données mise en place par une ONG où les familles peuvent signaler leurs proches disparus recensait encore plus de 40 000 personnes introuvables mercredi. Al día de hoy se contabilizan 2.295 personas fallecidas, 11.267 personas heridas. Estamos contando al momento 12.841 personas damnificadas. En cuanto a las personas rescatadas, ayer se suma el rescate de una niña y llegamos a 6.461 personas que han sido rescatadas por los más de 4.000 efectivos y brigadistas internacionales que se encuentran todavía hoy en el sitio de desastre, en la zona de desastre, buscando personas vivas. Des milliers de sinistrés passent leur journée et leur nuit dans des centres d'hébergement surpeuplés ou sous des abris de fortune, souvent sans accès à l'eau potable ni à des conditions d'hygiène suffisantes. Et face au manque de médecins, de médicaments et aux destructions des infrastructures sanitaires, on redoute désormais une grave crise de santé publique avec un risque élevé de propagation de maladies dans les zones les plus durement touchées. C'est à Berlin, dans le jardin du palais du Reichstag où siège le Parlement, que Friedrich Merz a convoqué les journalistes ce jeudi pour une conférence de presse. Au menu, l'annonce d'un vaste plan de réforme qui a pour but de relancer une économie allemande en berne. Conservateurs et sociaux-démocrates se sont mis d'accord pour apporter des changements dans les domaines de la fiscalité, de la compétitivité ainsi que du pouvoir d'achat et des retraites, avec notamment une hausse légale de l'âge de départ à la retraite au-delà de 67 ans. La coalition a également décidé d'un allègement fiscal de 10 milliards d'euros sur l'impôt sur le revenu pour les revenus faibles et moyens et une hausse de la fiscalité pour les plus riches. Très critiqué par la droite et la gauche, le chancelier allemand, qui est à plus de 80% d'opinion défavorable, espère ainsi inverser la tendance. Sie, meine Damen und Herren, die Bürgerinnen und Bürger unseres Landes wollen Entscheidungen und sie wollen keinen Streit.
Und genau das haben wir geliefert. Aber wir geben auch eine Bitte an Sie weiter. Machen Sie mit, unterstützen Sie uns bei den jetzt notwendigen Reformen. Wir wissen, dass Sie alle in der Mitte unserer Gesellschaft die Zeichen der Zeit erkannt haben. Ich nehme in der Öffentlichkeit eine enorme Bereitschaft wahr, die Stagnation hinter uns zu lassen und jetzt einen neuen Aufbruch zu wagen. Unser Land kann mehr und unser Land will mehr. Le timing de cette annonce n'a pas été choisi au hasard. Il intervient 2 mois avant des élections régionales dans lesquelles l'extrême droite devrait obtenir de bons scores selon les sondages. Le Premier ministre britannique Keir Starmer présente les excuses officielles de l'État à des mères célibataires. Durant des décennies, des dizaines de milliers d'entre elles se sont vues forcées à mettre leur bébé à l'adoption, une pratique dans laquelle l'État britannique a joué un rôle. Entre 1949 et 1976, environ 185 000 bébés nés de mères célibataires ont été adoptés par des couples mariés en Angleterre et au Pays de Galles. Des militantes témoignent avoir subi des pressions, avoir été trompées, contraintes ou intimidées pour qu'elles abandonnent leur bébé. Keir Starmer a rencontré jeudi un groupe de ces militantes. Certaines étaient présentes dans la tribune publique de la Chambre des communes où le dirigeant britannique a présenté ses excuses. These harms were compounded by the actions and failures of the state. Governments funded, enabled and relied on systems that were not consistently or effectively overseen. The state did not prevent harm from continuing. The state bears responsibility for the systems it funded and legitimised, which enabled these practices to occur. The state did not do enough to protect mothers, children and families from harm. And for this systemic failure, I am truly sorry. Les militantes se battent depuis des années pour obtenir des excuses. Beaucoup considèrent cette étape indispensable pour se libérer de la honte qu'elles ont ressentie après avoir abandonné leur bébé. Outre ces excuses, Starmer annonce également un soutien aux mères et aux enfants concernés. Un meilleur accès aux dossiers d'adoption et un accompagnement en matière de santé mentale sont, entre autres, prévus. C'est un nouveau revers judiciaire que vient de subir Google. La Cour de justice de l'Union européenne a rejeté ce jeudi son appel contre une amende record de 4,1 milliards d'euros pour abus de position dominante. L'affaire concerne Android, le système d'exploitation qui équipe une grande majorité des téléphones portables dans le monde. Selon les juges, Google aurait imposé aux fabricants de téléphones et de tablettes d'installer par défaut son moteur de recherche ainsi que son navigateur Chrome. Une pratique qui aurait freiné la concurrence et limité le choix des consommateurs. Ce dossier était l'un des principaux contentieux entre Google et l'UE. L'enquête avait été lancée en 2018 par la Commission européenne, qui avait alors infligé au géant américain une amende de 4,34 milliards d'euros. Un montant qui avait ensuite été largement revu à la baisse, mais cette sanction financière reste tout de même la plus élevée qu'ait jamais prononcée la Commission européenne. Avec cette décision contre laquelle Google ne peut plus former de recours, la plus haute juridiction européenne qui siège à Luxembourg confirme définitivement la sanction. Le géant de la tech affirme pourtant avoir adapté ses pratiques pour respecter les règles imposées par Bruxelles. Aux États-Unis, les derniers chiffres sur le marché de l'emploi publiés jeudi révèlent des trajectoires divergentes pour les principales économies occidentales, avec d'un côté le ralentissement de la création d'emplois américains et de l'autre la résilience historique du marché du travail européen. Selon le Bureau des statistiques de l'emploi américain, les métiers non agricoles n'ont augmenté que de 57 000 au mois de juin. Ce chiffre est bien en deçà des attentes du marché qui tablait sur la création de 113 000 emplois et marque une forte baisse par rapport aux 172 000 postes créés le mois précédent. Ces chiffres sont une surprise pour ceux qui s'attendaient à un effet Coupe du Monde, notamment pour dynamiser les emplois dans l'important secteur de l'hôtellerie-restauration. Malgré cette baisse de la création d'emplois, le taux de chômage a contre toute attente légèrement reculé à 4,2%. C'est une légère amélioration par rapport aux 4,3% enregistrés en mai. De l'autre côté de l'Atlantique, le marché de l'emploi européen continue de faire preuve de stabilité. Selon les données publiées par Eurostat, le taux de chômage de la zone euro est resté stable à 6,2% en mai et se maintient à un niveau historiquement bas.
Ce chiffre correspond aux prévisions du marché et souligne la tension persistante sur le marché de l'emploi européen, alors même que des incertitudes économiques plus générales persistent sur l'ensemble du continent. La part d'électricité produite à partir d'énergies renouvelables dans l'Union européenne ne cesse d'augmenter. Au premier trimestre 2026, elle atteint 45,5% de la production totale d'électricité, selon les dernières données d'Eurostat. En 2025, sur la même période, elle n'était que de 42,7%. L'éolien arrive en tête, il représente 44,9% de l'électricité renouvelable totale, suivi de l'hydroélectricité et du solaire. Le reste provient des combustibles renouvelables, de la géothermie et d'autres sources d'énergie. Le Danemark arrive en tête des pays avec la plus forte part d'électricité issue de sources renouvelables de l'UE, à 90%, principalement grâce à l'énergie éolienne. Le Portugal occupe la deuxième place avec 82,9% grâce à une énergie hydroélectrique abondante, suivie de la Lituanie, autre leader de l'éolien, avec 75,7%. À l'autre extrémité du spectre, les pays les moins avancés dans leur transition écologique sont la Tchéquie, avec 12,7% de leur électricité produite à partir de sources renouvelables, Malte et la Slovaquie. Les investissements dans les énergies renouvelables contribuent à réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre et à faire baisser les factures d'énergie à un moment où les prix du gaz atteignent des sommets historiques. Selon l'Agence internationale de l'énergie, l'UE a économisé plus de 50 milliards d'euros en 2025 en réduisant ses importations de combustibles fossiles.